Salut les copains, salut les copines, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan culturel, c'est le bilan culturel du printemps. Bilan culturel du printemps qui arrive à l'aube de l'été, mais en fait c'est toujours comme ça je crois. Je vais pas vous faire un bilan culturel du printemps en mars, ça n'aurait pas de sens. Sans plus tarder on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie lecture. Parce que oui, j'ai réussi à lire un petit peu ces derniers temps. Tout d'abord j'ai lu 2 livres de Philippe Besson, j'ai lu Une nuit d'été et j'ai lu Ceci n'est pas un fait divers. Je vais commencer par Une nuit d'été parce que c'est celui que j'ai lu en premier. En fait Une nuit d'été de Philippe Besson, ça raconte une histoire vraie qu'il a vécue pendant son adolescence. On suit un groupe d'ados pendant quelques jours d'été. Ce sont des amis d'enfance, ils passent leur été ensemble. Et cette année-là, il y a un nouveau mec qui est introduit dans le groupe qui s'appelle Nicolas. Et en fait, il va y avoir plein de mystères autour de la vie de Nicolas. Entre autres, il y a quelqu'un qui va disparaître dans le groupe. Et en fait, à l'heure actuelle, personne ne sait ce qui est arrivé à cette personne. Donc voilà, l'auteur Philippe Besson ne sait toujours pas, il ne sait rien. Et j'ai trouvé cette lecture vachement cool. Déjà parce que l'histoire était intéressante. Et aussi qu'on sentait l'espèce de tension qu'il y avait autour de la disparition d'un des personnages, parce qu'on le sait dès le début en fait qu'il y a un personnage qui s'en va, et en fait reste à savoir qui. Au fur et à mesure de la lecture on comprend qui va disparaître. Ça parle aussi d'homosexualité dans les années 80, parce que l'auteur Philippe Besson est homosexuel, et en fait j'ai lu que 2 livres de lui pour l'instant, mais je crois que l'homosexualité c'est un thème qui est assez récurrent dans ses livres. D'ailleurs dans le livre Ceci n'est pas un fait divers, le narrateur est aussi gay, mais c'est pas quelque chose qui est genre une affaire d'état, c'est juste un fait. Le personnage est gay, c'est un truc banal, de la vie banale, et c'est ça que j'ai aimé aussi je pense dans ces livres là, dans les 2 livres, parce que souvent dans les livres qui parlent de romance non hétéro, c'est toujours le sujet du livre, alors que là le sujet c'est totalement autre chose, juste le mec est gay et c'est tout. Et dans Ceci n'est pas un fait divers, ça raconte l'histoire d'un frère et une sœur qui du jour au lendemain perdent leur mère. En fait c'est le grand frère qui habite à Paris qui reçoit un appel de sa petite sœur qui lui dit papa vient de tuer maman. Donc en fait on suit les jours qui suivent le meurtre, on suit l'enquête judiciaire, on suit l'état des personnages en fait, de comment ils survivent après la mort de leur mère. Et ça aussi c'était une lecture qui était vraiment très intéressante, mais peut-être un poil pesante je pense, parce que bon le sujet abordé est quand même assez lourd puisqu'on parle d'un père qui a tué une mère. Mais tout pareil en fait dans ce livre là j'ai beaucoup aimé aussi la manière de parler du narrateur. En fait les 2 narrateurs dans les 2 livres que j'ai lus de Philippe Besson avaient une manière assez crue de parler, avec des mots parfois vulgaires mais qui n'était pas forcément choquant. Enfin je veux dire ça m'a pas choqué de lire des putains et des merdes dans le livre, parce que c'est des mots de la vie courante. Enfin en tout cas de ma vie courante, même si j'essaye de stopper un petit peu les gros mots. Donc voilà, c'est 2 livres de Philippe Besson que je vous conseille. Je pense que je vais essayer de lire d'autres livres de Philippe Besson parce que comme je le disais j'aimais bien sa manière d'écrire. J'aimerais bien lire Vous parlez de mon fils, qui je crois est un livre qui parle d'un père qui est dans une marche blanche pour son fils qui s'est suicidé, et en fait son fils était homosexuel. Donc comme je vous disais c'est un sujet récurrent dans ces livres, enfin en tout cas dans les 3 que je vous présente là. Je pense que tout à l'heure je vais aller à la bibliothèque de ma ville et je vais voir s'ils ont des livres de Philippe Besson. Ensuite, toujours pour rester sur des lectures très légères, j'ai lu un livre qui s'appelle Condamné à me tuer. C'est un livre qui a été écrit par Jonathan Destin. En fait je me suis rendu compte que je connaissais Jonathan Destin, j'avais vu un reportage sur lui à la télé quand j'étais encore au lycée, je connaissais l'existence de l'association qui avait été créée pour lui et pour le soutenir, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais lu son livre. Et en fait Jonathan Destin, si vous ne le connaissez pas, c'est un garçon qui s'est immolé par le feu à l'âge de 16 ans parce qu'il se faisait harceler à l'école et en dehors de l'école et il n'en pouvait plus. Donc il s'est immolé par le feu et il s'est jeté dans un canal parce que les douleurs étaient trop vives. Et en fait il a vécu plusieurs années à se faire opérer régulièrement pour subir des greffes de la peau et tout. Malheureusement il est décédé en 2022. Mais pour moi Jonathan Destin c'est quand même une figure emblématique entre guillemets si je peux dire ça, de la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'actions, c'est quelqu'un qui a pris la parole en fait pour dénoncer ce qu'il a vécu. Je pense notamment à un autre livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Marion 13 ans pour toujours, qui est un livre qui a été écrit par la maman de Marion, donc qui est Nora Fraisse. Et en fait Marion pareil c'est une jeune fille qui s'est suicidée à l'âge de 13 ans parce qu'elle subissait du harcèlement scolaire. Et c'est 2 livres qui sont extrêmement touchants et que malgré tout j'ai réussi à lire. Je pense que si vous êtes touché par les sujets de harcèlement scolaire ça va peut-être être un petit peu plus difficile à lire. Moi je sais que je les ai lus mais ça m'a quand même rappelé certaines choses de mon adolescence. Mais j'avoue que j'avais un petit peu mal au ventre en lisant certains passages du livre. Quelqu'un qui va me faire un dérapage. C'est tout pour les livres que je vais vous présenter. Je sais que j'ai acheté très récemment le livre Résister de Salomé Saké, que je n'ai pas encore lu, il est sur ma table de chevet, donc je vais m'y mettre bientôt. C'est pas un livre qui est très long, c'est juste que c'est un livre qui est relativement théorique, disons, et c'est pas le plus fun à lire, mais c'est quand même super intéressant. Et aussi Valentin pour Noël m'a offert un coffret avec 3 mangas de Miraculous, et du coup je suis aussi en train de le lire en parallèle. J'ai pas grand chose à en dire, à part que ça reprend l'histoire de la série, mais qu'il y a quand même quelques petites modifications, et que les dessins sont adorables,
et que j'aime trop consommer du Miraculous mais sous une autre forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça trop cool de lire l'histoire même si je la connais déjà par cœur. Ensuite on va passer à la catégorie musique. La catégorie musique, premièrement je suis allée au concert de Pierre Garnier. Pierre Garnier qui a donc gagné la Starac l'année dernière. Je sais que quand il était à la Starac c'était un de mes personnages préférés on va dire, un de mes candidats préférés parce qu'il était très simple et très touchant, enfin je sais pas, je le trouvais vachement cool. Et quand j'ai vu qu'il passait dans ma ville, bah c'était une évidence en fait, il fallait absolument que j'y aille. Donc on y allait avec ma cousine, c'était trop cool. J'ai mis quelques vidéos de concert dans le dernier vlog que j'ai fait. Je trouvais que le concert était vachement bien parce que le staging était, comment dire, le staging il était vachement simple, il y avait les musiciens, il y avait quelques choristes, mais il n'y avait pas non plus grand chose sur la scène. Mais en fait sa présence même à Pierre Garnier, ça envahit toute la scène. C'était vraiment trop cool ce concert. Et ensuite dans la catégorie musique, juste il y a eu l'Eurovision. Je vous avoue que j'en avais déjà parlé l'année dernière je crois. L'Eurovision, je suis le cul entre deux chaises parce que d'un côté je me dis purée, j'adore la musique, j'adore découvrir de nouveaux artistes, c'est trop bien. Et d'un autre côté je me dis ouais mais je peux pas continuer à regarder l'Eurovision parce que y a Israël qui participe. Je ne peux pas continuer à donner du crédit et je peux pas donner une vue en fait à l'Eurovision parce qu'il cautionne la présence d'Israël qui est très controversée pour multiples raisons, notamment un génocide par exemple. Qu'est-ce que c'est un génocide? Rien du tout. On a le droit de participer à l'Eurovision même si on détruit la vie de millions de personnes en fait, c'est rien, nous sommes Israël. Parce que oui, je suis d'accord que tous les gens qui habitent en Israël ne sont pas des génocidaires et heureusement, mais le fait est que quand tu envoies des gens représenter ton pays dans un concours de chansons avec des chansons qui sont à la limite de la propagande, c'est indécent, c'est vraiment indécent en fait. J'ai vu un article comme quoi ils avaient dépensé des millions d'euros pour promouvoir leurs chansons et promouvoir le vote en fait de leurs chansons. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont arrivés deuxième de la compétition en fait parce que ils ont fait de la propagande, ils ont fait de la pub et plein de gens ont voté pour cette chanson. Malgré tout, je vous laisse juste là mon top de chansons de l'Eurovision, celle que j'écoute en boucle depuis un mois. Vous allez voir, c'est que des bangers. Ensuite, on va passer à la catégorie j'ai mal aux jambes. On va passer à la catégorie film et série. Tout d'abord, j'ai vu un film qui s'appelle Nous les Leroy. C'est un film qui a été réalisé par Florent Bernard, alias Flaubert, alias le mec du Floodcast, entre autres. D'ailleurs, le Floodcast va s'arrêter et je suis à la fois super triste parce que j'ai découvert le Floodcast il y a vraiment 2 ans maximum et du coup, je trouvais ça trop cool et je voulais trop qu'il continue, mais d'un autre côté, je comprends parce que ça fait 10 ans qu'ils font ça. Moi, j'ai genre 8 ans de retard, donc voilà, c'est bien de s'arrêter au bon moment. Après, j'ai quand même 1 milliard d'épisodes à écouter parce que vu que je suis arrivée 8 ans après tout le monde. Mais donc oui, Nous les Leroy, c'est un film donc, qui a été réalisé par Florent Bernard et qui parle d'une famille avec un papa, une maman et 2 enfants. Et en fait, la mère veut divorcer. Et du coup, le père dit ok, on va donner une dernière chance à notre couple et à notre famille. Et en fait, il organise un espèce de road trip autour des lieux emblématiques du couple en fait et de leur famille. Et c'est un film que j'ai trouvé vachement drôle, vachement touchant. Et oui, j'ai dit drôle même s'il aborde des thématiques un petit peu tristes en fait. La séparation d'un couple, d'une famille, c'est jamais quelque chose de super joyeux. Mais ouais, j'ai trouvé ça vachement cool, vachement chouette. Encore une fois, je suis naze en description de choses. Je sais pas vraiment ce qui m'a pris de vouloir faire des bilans culturels tout en sachant que je ne sais absolument pas raconter des choses pour donner envie aux gens de les voir ou de les lire, enfin bref. Et il y a aussi un fun fact par rapport à ce film, c'est que le personnage du père est joué par José Garcia. José Garcia qui fait également la voix de Alex le lion dans Madagascar. Ce qui fait que, étant donné que j'ai regardé Madagascar vraiment énormément de fois dans ma vie, je pense que Madagascar c'est un de mes films préférés. Animation et vrais gens confondus. Je pense qu'il est dans mon top 5 et il est pas 5ème. J'adore Madagascar. Et je pense que c'est pour ça que à chaque fois que José Garcia prenait la parole dans le film, j'avais l'impression d'entendre Alex le lion. Et du coup ça me faisait rire. Voilà, c'est tout. C'était le moment, je reconnais la voix du mec. Ensuite, j'ai revu une série qui est trop cool et j'en voudrais toujours à Netflix de l'avoir arrêtée au bout d'une saison. C'est une série qui s'appelle Everything Sucks. Oh, mon accent il fait peur. Je vous rappelle que j'ai une licence d'anglais. T'es mal la fraude. Oui, et donc cette série Everything Sucks, c'est une série qui raconte des histoires d'un petit groupe d'ados au milieu des années 90. Ça apporte pas mal de thématiques comme le deuil des parents, le départ d'un parent, la découverte de soi. Ça parle aussi d'homosexualité. Ça parle de dépression aussi. Alors, c'est une série qui abordait vraiment pas mal de thématiques super. Il y a eu genre 10 épisodes qui s'est sorti en 2018 et après ça Netflix a décidé d'arrêter cette série alors qu'elle est vraiment trop bien. Et pour avoir revu le dernier épisode de la série, je me suis dit mais comment c'est possible qu'ils aient arrêté la série? Genre il y a tellement de questions qui s'ouvrent dans le dernier épisode. Voilà, c'est une série qui est très rigolote et encore une fois anecdote rigolote à propos des voix parce que j'ai une passion un peu étrange. J'adore les comédiens de doublage et du coup il y a plein de gens, je sais qui est la voix de qui et tout, quel personnage ont la même voix, enfin par le même acteur. J'aime bien me rendre compte que certains personnages sont doublés par la même personne.
et un des personnages de la série qui s'appelle McQuaid, qui est mon personnage préféré d'ailleurs. C'est un ado qui a l'air vraiment stressé de la vie, trop goofy, qui sait pas trop y faire avec les filles et tout. Et en fait, McQuaid donc a la voix de Benjamin Bollen, qui est la voix de Chat Noir dans Miraculous. Et à un moment, ce personnage parle de se branler dans une chaussette. C'est très perturbant d'entendre ça en VF avec la voix de Chat Noir, parce que je pense que le terme se branler dans une chaussette, c'est vraiment le dernier terme qu'on pourrait entendre dans Miraculous. Et enfin, on a regardé avec Valentin Derry Girls. Pareil, c'est une série qui est relativement récente en vrai. Et ça faisait plusieurs années que je voulais regarder et que Valentin me disait il faut trop qu'on regarde, c'est trop cool, tu vas adorer. Et en effet, j'ai adoré. Ça raconte aussi l'histoire d'une bande d'ados. Il y a 4 filles et un mec. Et en fait, ça se passe dans la ville de Derry, en Irlande du Nord. Et en fait, ça se passe aussi dans le milieu des années 90. Et en fait, on va suivre ce groupe d'ados dans leurs histoires de la vie quotidienne. Et en parallèle, il y a des faits historiques sur toute l'histoire de l'Irlande du Nord. Le fait qu'il y ait des militaires partout, qu'il y ait des attaques. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans cette série, c'est que justement, il se passe ces choses-là historiquement. Et pour autant, c'est pas la priorité du groupe d'ados. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, parce que c'est un petit peu fou. Mais voilà, j'ai trouvé ça très cool. On a regardé donc la série avec des sous-titres en anglais. Et heureusement qu'il y avait les sous-titres parce que l'accent de l'Irlande, notamment l'Irlande du Nord, est assez fou. Parce que même avec une licence d'anglais, les sous-titres en anglais, ils sont vraiment pas négligeables. Après, je sais que les sous-titres en anglais, c'est vraiment quelque chose qui est trop bien. Ces 4 dernières années, par exemple, j'ai regardé toutes les saisons de Grey's Anatomy. Et en fait, je me suis rendu compte que je comprenais tout ce qu'ils disaient sans les sous-titres. Mais par contre, quand ils allaient dans le bloc opératoire, ils utilisaient des termes médicaux que je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai mis les sous-titres en anglais. Et ça m'a permis de mieux comprendre tous les passages où ils sont dans le bloc opératoire. Ce qui, dans une série médicale, arrive très souvent. Vivez les sous-titres en anglais. C'est un truc qui peut vous faire progresser de ouf en anglais. Je pense que dans l'apprentissage de l'anglais, ce qui m'a aidé, c'est peut-être 30% la fac et 70% les sous-titres en anglais dans les séries. Et enfin, on va clôturer ce bilan culturel par la catégorie YouTube. Je vais vous parler de 2 vidéos. Enfin, une vidéo et une chaîne YouTube. Premièrement, je vais vous parler de la vidéo de Marie Boiseau sur l'IA. Marie Boiseau, c'est une illustratrice que je suis depuis plusieurs années maintenant et que j'aime trop. J'adore son travail, c'est coloré, c'est trop bien. Elle a fait récemment une vidéo qui parle de l'IA et notamment des IA artistes qui pullulent sur Instagram. Elle explique un petit peu comment reconnaître si un dessin a été fait par IA. Il me semble qu'elle parle aussi de l'impact écologique de l'IA. Alors, c'est une vidéo qui est vraiment super bien ficelée et j'ai trop aimé. Et je pense qu'elle est très intéressante, surtout pour les gens qui n'y connaissent pas grand chose en IA et qui ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Je sais que je suis pas tout blanc dans l'IA parce que il y a quelques années, il y avait une IA qui permettait de faire des figurines pop. Du coup, j'avais fait des figurines pop de mes potes et de mes personnages de mon roman sans me douter qu'il y avait un impact énorme en termes d'écologie derrière. Donc voilà, je parle de l'IA et de ses méfaits, mais moi-même j'ai déjà utilisé de l'IA, je suis pas tout noir, pas tout blanc. Je ne le fais plus, c'est le principal. Faudrait que je vous trouve en fait des liens dans la barre d'infos que je puisse vous mettre par rapport à l'IA et l'écologie parce que ça a vraiment un impact énorme. Ça utilise des data centers qui surchauffent et ça fait réchauffer la planète. La vidéo de Marie Boiseau, très super, je vous la mets en barre d'infos de toute façon. Tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, je le mets en barre d'infos. Je mets des liens si c'est possible de mettre des liens. Et enfin, la dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est la chaîne YouTube de Epistolène. J'ai découvert sa chaîne il y a un mois, j'ai regardé toutes ses vidéos. Je me suis abonnée à son Insta, j'ai tout fait. C'est une illustratrice qui partage son quotidien dans des vlogs. Et ses vlogs sont assez authentiques, je dirais. Genre, si ça va pas, elle va le dire. Si ça va, elle va le dire. Je trouve qu'elle essaye pas d'enjoliver la situation et genre, elle parle de ses états d'âme et de comment elle se sent. Je la trouve très naturelle en fait. Et donc oui, elle fait aussi de la musique. Elle parle de son processus de création, de l'envers du décor, de la création de musique et de création de clips. Elle parle de ses projets en cours en termes d'art. Enfin vraiment, je trouve que c'est une chaîne qui est trop cool et je pense qu'elle va grimper de ouf en fait. Enfin, je lui souhaite que ça. Je sais plus combien elle a d'abonnés en ce moment, mais enfin franchement, elle mérite beaucoup plus. Ça arrive que je trouve des chaînes YouTube qui me plaisent bien et tout et que je me dise bon allez, je m'abonne pour voir si les prochaines vidéos me plaisent et tout. Mais je regarde pas forcément toutes les anciennes vidéos alors que là j'ai vraiment tout regardé. Sa chaîne n'a plus aucun secret pour moi en fait. Donc voilà, elle s'appelle Epistolène, enfin c'est son pseudo. N'hésitez pas à aller la suivre, elle est vraiment cool. C'est tout pour ce bilan culturel de l'été, non du printemps. Ah, c'est l'heure du biril, vous allez être sur mon biril. Tadam! Encore une fois, j'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu ou vous plaira, que ça vous aura permis de découvrir des nouvelles choses. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien et plein de gros bisous. Et n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à me partager vos recommandations, ça me ferait très plaisir. Je vous dis bisous! Oh, il est nul mon cœur. Je vais faire comme les Jones. Waouh, je suis si vieux.